Troisième jour de procès aux assises d'Evry. Le plan hivernal est déclenché, zoom sur les mesures mises en place sur le département. Un nouveau défibrillateur installé au théâtre de Longjumeau. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et nous débutons avec, aux assises d'Evry, les incohérences de l'assassin présumé de Marie-Christine Odo. Alors que le prévenu affirme ne pas avoir menacé dès le début l'assistante maternelle avec son couteau, la cour et le public dans la salle d'audience ont entendu aujourd'hui la victime affirmer le contraire dans l'enregistrement de son appel au secours aux gendarmes alors qu'elle se trouvait enfermée dans le coffre de voiture de son ravisseur. Célia Thomasso, Christophe Garnier. S'invitant au procès de son assassin, Marie-Christine Odo vient contredire son violeur. Son coup de téléphone enregistré par les gendarmes alors qu'elle était retenue dans le coffre de son ravisseur évoque un couteau, alors que Manuel Dacruz soutient ne pas avoir eu besoin de montrer son arme au début de l'enlèvement. Un accusé qui a du mal à expliquer pourquoi il allait faire des courses avec un couteau de cuisine. D'après lui, sa victime ne se serait pas non plus débattue, alors que des traces d'ADN du présumé violeur ont été retrouvées sous les ongles de la joggeuse. Cherchant à prouver la préméditation, l'avocat de la famille Odo multiplie les éléments troublants. La voiture de l'accusé ayant été plusieurs fois filmée par des caméras de vidéosurveillance à quelques jours du crime, à proximité du lieu où la victime avait l'habitude de courir. Il dit lui-même qu'il est un monstre, effectivement. Je crois que l'une des caractéristiques du monstre, c'est sa froideur. Voilà. Et je crois que tout ceci a été effectivement parfaitement calculé, prémédité. Malgré la récidive présumée, la défense plaide pour un crime commis sous l'emprise de pulsions irrépressibles par un être frustre aux capacités d'analyse réduites. Mais la veille des faits, Manuel Dacruz surfait sur des sites internet sadomasochistes et juste après les crimes, il cherche à se rendre dans un magasin de bricolage pour acheter des planches. De nombreux indices qui dessinent un individu dépourvu de sens moral. Puis il y a un élément qui me paraît quand même important dans ses déclarations. Lorsque je lui ai posé la question, est-ce qu'il avait eu à un moment ou un autre pitié, il a bien dit non, je n'ai jamais eu pitié. Pas sûr que les regrets exprimés ce matin par Manuel Dacruz auprès de la famille de Marie-Christine Odo évitent à l'assassin présumé la prison à perpétuité avec les 22 ans de sûreté qu'il encourt. Le verdict est prévu pour mardi prochain. Maître François Hollande face à ces contradictions, c'est le but d'un certain nombre d'actions prévues ce week-end par l'UMP départemental, des actions de terrain, distribution de tracts et explications notamment dans les gares et sur les marchés de plusieurs villes essonniennes. L'objectif, c'est de dire tout simplement stop aux propositions sans lendemain que nous font les socialistes aujourd'hui, maintenant qu'ils ont un candidat. C'est de leur dire aussi que ces propositions ne sont pas finançables, qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux. L'UMP a chiffré le projet à 255 milliards d'euros sur 5 ans, avec 126 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, et on leur dit que ce n'est pas raisonnable. On a toute une série de conventions qui ont déjà eu lieu, qui vont encore avoir eu lieu jusqu'à peu près mi-décembre. Et là, du coup, on aura ensuite un projet présidentiel que nous proposerons aux candidats. Assemblée plénière en ce moment à Lourdes des évêques français. Dès le début des débats, les participants ont critiqué certaines réponses apportées par certains responsables politiques dans le pays à la crise économique et financière actuelle. Nous avions rencontré l'évêque d'Évry juste avant son départ. Et Monseigneur Dubos n'en démord pas. Il faut, dit-il, faire la chasse aux paradis fiscaux. Quand les gens fraudent avec l'impôt, les gens, que ce soit les entreprises ou les personnes, eh bien, ce qui se passe, c'est que, par exemple, les pays du Sud, les pays en voie de développement, perdent 5 années 125 milliards d'euros de manque d'imposition. Et ça veut dire autant de routes, autant d'écoles, autant de services de santé qui manquent. Nous estimons, sans très bien savoir, parce qu'on ne sait pas très bien, que ce qui est caché de l'argent qui a été gagné en France correspond à 2 fois le déficit de la sécurité sociale. On se souvient de l'agrément d'adoption accordé par le Conseil général à une femme de 33 ans qui s'était déclarée homosexuelle, à la suite de quoi il a été adressé à toutes les assemblées départementales une charte d'engagement pour demander à tous les présidents de conseils généraux de se prononcer clairement en faveur du droit à l'homoparentalité. Eh bien, nous avons demandé leur opinion à un certain nombre d'Essonniens choisis évidemment au hasard. Pourquoi pas? Bon, pas plus que l'hétéroparentalité. Voilà, c'est des parents, point. Je suis pour, je veux dire, je vois pas pourquoi ça serait forcément de un papa et une maman, pourquoi ce serait pas deux papas, quoi, ou deux mamans. Si on lui explique bien, quand il en a l'âge de comprendre, je vois pas. Hein. Le pour, bon, ça peut être un bien, pour le couple, quel qu'il soit, et le contre, il peut y avoir de la pédophilie. On peut s'aimer pour fonder une famille, mais pas
de même sexe, c'est abominable, quoi. Pourquoi pas? S'ils s'en occupent bien, s'ils les élèvent bien, pourquoi pas? Parce que des fois, il y a des parents, ils s'en occupent pas trop bien non plus. Hein. Voilà. Non, pour moi, ça me dérange pas. Maintenant, après, je sais pas, si c'est chez soi, c'est peut-être autre chose. Je suis contre. Pour quelle raison? C'est pas naturel, tout simplement. L'éducation et la sexualité, c'est pas la même chose. Enfin, il y a un truc qui se passe dans la chambre, il y a un truc qui se passe dans la vie de l'enfant. Et on peut être des bons parents, enfin, ça, c'est pas directement lié, quoi. Si vraiment on est ouvert, comme on le dit en France, que c'est un pays des droits de l'homme, normalement les homosexuels, on doit respecter leurs droits comme les hétéros. Le plan hivernal d'hébergement, il a été lancé dans le département et comme chaque année pendant les périodes de grand froid, les autorités ont affecté un peu plus de logements d'urgence pour les mettre évidemment à disposition des personnes sans abri. Claire Colombel. Tout au long de l'année, 3 accueils de jour à Corbeil, Athis-Moncé et Étampes sont ouverts et proposent ainsi 384 places d'hébergement d'urgence. Sur place, un lit, un repas et une douche sont offerts aux personnes présentes et pour favoriser leur insertion, plusieurs services leur sont également proposés comme une aide à la rédaction de courriers ou à la composition de dossiers. À l'approche de l'hiver, la préfecture a mis en place de nouvelles mesures depuis le 1er novembre. 624 places supplémentaires, dont 240 dans des hôtels sont actuellement disponibles et 630 autres dans des gymnases du département sont prêtes à être ouvertes en cas de grand froid. Le public, parfois très marginalisé, ne sollicite pas le 115 et dans l'optique de ne laisser personne pour compte, la Croix-Rouge organise des maraudes, une en journée et 2 la nuit. En fonction de la température et du niveau d'alerte déclenché par la préfecture, les horaires de nuit pourront être élargis et les rondes doublées en journée. Pendant cette période hivernale, chaque personne bénéficie systématiquement d'une évaluation sociale afin d'être orientée par la suite, si elle le souhaite, vers des dispositifs ou des structures appropriées. En Essonne, 750 places en hébergement d'insertion et 1742 en logement de transition, c'est-à-dire des résidences sociales, sont occupées toute l'année et servent de tremplin vers un avenir un peu plus souriant. Les défibrillateurs, pour terminer, de plus en plus de lieux publics en sont à présent équipés, même s'il en manque encore beaucoup. Ils sont soit financés par les communes, soit fournis par des partenaires privés. C'est le cas du théâtre de Longjumeau. Philippe Bello. Le théâtre de Longjumeau est pourvu depuis ce matin d'un défibrillateur automatique offert par GRDF et sa directrice territoriale Carmen Munoz. En lien avec les communes, on contribue à l'installation des défibrillateurs et on les fait surtout dans des lieux emblématiques parce qu'en même temps d'apporter en fait ces services de défibrillateurs à l'intérieur d'un lieu qui reçoit du public, il peut être aussi porté à connaissance de l'ensemble des citoyens. J'ai le grand plaisir de remettre ces défibrillateurs automatique au nom des GRDF, donc à la commune des Longjumeau et au théâtre des Longjumeau, afin que cet équipement puisse contribuer à sauver des vies. Ce nouvel équipement vient compléter le dispositif que nous avions déjà mis en place depuis le début du mandat sur la commune. C'est voilà, un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et merci en tout cas de ce partenariat. Un défibrillateur comme celui-ci coûte environ 1 500 €. De la rapidité de l'utilisation dépendent les chances de survie et l'importance des séquelles. D'où l'utilité d'implanter dans des lieux publics comme le théâtre de Longjumeau cet appareil qui peut sauver des vies. Voilà pour l'essentiel de l'information. La suite et fin du procès aux assises d'Évry de l'assassin présumé de Marie-Christine Odo en début de semaine prochaine. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis.